et toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de la politique samba. Nous sommes déjà passés par les fleuves Carioca au Brésil, à Rio de Janeiro, par les châteaux d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry, par les pays des anciens royaumes et civilisations africaines, les Bénin, et finalement nous arrivons à Paris, à côté de la Seine, plus précisément au Palais de Bourbon, à l'Assemblée nationale française. Depuis 1875, la France est connue sous le nom de la République française et depuis cette date, sa devise c'est liberté, fraternité et égalité. La France possède un système semi-présidentiel. Le pouvoir exécutif appartient au président. Il se présente de la République, il nomme les premiers ministres et ces premiers ministres nomment le gouvernement, bien sûr avec les conseils et propositions du président. Le français est la langue officielle. En 1992, l'article 2 de la Constitution a bien précisé la langue de la République est le français. En ce qui concerne les territoires, la superficie totale de la France est d'environ 675 000 km². Toutefois, la France métropolitaine représente que 80% de cette surface. Je souligne que la France possède des territoires et des départements ultramarins. Au niveau européen, elle est un des acteurs de la construction de l'Union européenne. La France fait partie de l'espace Schengen et de la zone euro. Elle accueille les sièges de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe et du Parlement européen. Avec ses pouvoirs d'influence, ce pays est également connu pour être la première destination touristique du monde avec l'accueil de plus de 84,5 millions de touristes étrangers. Et en 2024, elle recevra les Jeux olympiques et paralympiques avec les thèmes « Venez partager ». Pour présenter ce pays, j'invite monsieur le député Patrice Anato, titulaire d'un master en droit des affaires de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes devenu député de la 3e circonscription de la Seine-Saint-Denis lors des élections législatives de 2017 avec la République en marche. Je vous remercie de bien vouloir participer de cette émission. Vous êtes le rapporteur du projet de la loi relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous l'impact de cette loi? Y est-il possible d'imaginer un impact réellement positif et partagé? En effet, la France reçoit les Jeux Olympiques en 2024 et ça fera 100 ans que les Français attendent à nouveau ces Jeux. C'est vraiment un enjeu majeur pour les territoires, les collectivités territoriales dans lesquelles se dérouleront ces Jeux, mais c'est aussi un enjeu national. Et effectivement, il y a un impact économique fort à travers ces Jeux, raison pour laquelle nous avons été saisis à la Commission des affaires économiques pour travailler sur ce projet de loi afin de préparer au mieux l'organisation de ces Jeux. Quels seraient les impacts, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis? La Seine-Saint-Denis va profiter de ces Jeux sur plusieurs aspects. Les aspects économiques viennent du fait qu'il y aura des constructions nouvelles, notamment le village olympique qui va abriter les compétiteurs, aussi le village des médias et aussi d'autres territoires comme Marseille qui auront aussi à recevoir des compétiteurs. Et en Seine-Saint-Denis, nous allons avoir des constructions qui vont servir après les Jeux à des logements sociaux, à l'accès à la propriété et aussi à la construction de locaux commerciaux. Donc c'est vraiment une opportunité de redynamiser ce territoire qui est longtemps resté, je dirais, stigmatisé par les questions de chômage, de manque de logement et d'insuffisance en infrastructures ferroviaires, les transports et les mobilités. Et effectivement, ces Jeux vont apporter aussi un plus à la création d'emplois, puisque j'ai personnellement, avec la Commission des affaires économiques, déposé un amendement à cette loi qui est une insertion d'une clause sociale dans les contrats qui vont relier l'organisation des Jeux olympiques et les différents maîtres d'ouvrage, de sorte qu'il y ait une frange de la population locale qui bénéficie de ces emplois à travers la construction des bâtiments, à travers l'organisation des événements.
Donc il y a vraiment là l'occasion, l'opportunité, une porte ouverte pour permettre à ceux qui sont en précarité, de permettre à ceux qui sont à la recherche d'un emploi d'avoir un contrat de travail et donc d'être vraiment acteurs de ces Jeux olympiques. Aussi, nous avons apporté à cet amendement un sous-amendement qui permet aussi de promouvoir les entreprises locales pour les ouvrages qui seront réalisés au cours de cette année qui vont nous mener à ces Jeux. Aussi, je dirais que ça attirera aussi des investisseurs. Dans ma circonscription, les 4 communes qui sont Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Gournay-sur-Marne, il y aura des retombées au niveau investissement, puisque actuellement, il y a des communes qui ont déjà engagé des opérations d'urbanisation, donc la construction de nouveaux logements, 4600 logements à Neuilly-sur-Marne pour accueillir de nouveaux habitants, et les Jeux olympiques vont vraiment entraîner cette dynamique dans tout le département. Avant de devenir député, vous étiez consultant en transaction des fonds de commerce, juriste dans la création et reprise d'entreprises. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques. Vous souhaitez que la Seine-Saint-Denis devienne la nouvelle Silicon Valley. Comment envisagez-vous cette transformation? Oui, comme vous l'avez bien précisé, avant de devenir député, j'étais consultant en transaction de fonds de commerce. J'ai travaillé auparavant dans un organisme socio-professionnel où je faisais de l'accompagnement juridique pour les cédants d'entreprise. Suite à cela, je me suis lancé à mon compte avec quelques partenaires pour justement faire aussi de l'accompagnement dans le secteur de la transmission d'entreprise. Pourquoi? Je dirais que je suis entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours souhaité me mettre à mon compte, je me suis toujours intéressé aux affaires. Et ma casquette de juriste en droit des affaires me permet aussi de comprendre un peu mieux les mécanismes qui se passent, qui se font dans les transactions. Et quand je parle de la Silicon Valley de la France en parlant de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi parce que vivant sur ce territoire, j'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes qui sont très dynamiques, qui ont du potentiel, qui ont un potentiel énorme à développer et qui ont aussi l'envie. Mais il manque souvent une impulsion pour qu'ils se lancent et qu'ils créent leurs entreprises. Alors, mon idée, c'est d'accompagner justement ces jeunes à travers les structures d'insertion sociale, à travers des rencontres, des échanges, des ateliers, à les accompagner à prendre confiance en eux et à prendre le goût du risque. Et la Seine-Saint-Denis, avec les Jeux olympiques, avec le projet du Grand Paris Express qui consiste à la construction d'une ligne, de plusieurs lignes de métro qui vont desservir ce territoire et donc le désenclaver, il y a là un vrai potentiel à transformer. Donc ces jeunes qui sont très branchés numériques, qui sont branchés aussi entreprises innovantes, ben, ils sont dans la Seine-Saint-Denis. Nous sommes d'ailleurs le département le plus jeune de France. Et en même temps le département qui a le plus de difficultés au niveau de l'éducation, de la formation. Toutefois, ce n'est pas un département perdu, puisque les potentiels sont là, les talents sont là, il suffit de mettre en place des dispositifs pour les accompagner et faire justement de la Seine-Saint-Denis la Silicon Valley de la France. Et justement, quels sont les avantages, quels seraient les avantages d'investir à Saint-Denis pour investisseurs européens ou non européens? Quels sont les avantages d'aller à Saint-Denis et pas dans notre région en France? Alors je dirais déjà qu'aujourd'hui la Seine-Saint-Denis fait partie du Grand Paris. Aujourd'hui on parle de la métropole du Grand Paris. Paris se veut plus grand, à l'image de grandes métropoles sur d'autres continents comme aux États-Unis. La Seine-Saint-Denis a de l'espace. Il y a de l'espace pour des bureaux, pour du coworking.
Il y a de l'espace aussi pour justement les talents et les entreprises qui vont vraiment prendre le pari de venir en Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être satisfaits des résultats puisqu'il y a cette volonté, il y a cette envie de faire et il y a aussi, je dirais, toutes les conditions qui sont réunies pour qu'une entreprise puisse bien fonctionner. Et d'ailleurs, quand vous venez à Noisy-le-Grand, vous voyez qu'il y a de grands sièges de sociétés et c'est un vrai territoire d'emploi au niveau tertiaire et même qui peuvent accueillir d'autres activités. Donc tous ces critères réunis démontrent clairement que la Seine-Saint-Denis, c'est le département du futur. En parlant justement d'accès, d'opportunités, la France possède comme partenaires commerciaux la Chine, les pays de l'Union européenne et les États-Unis. Croyez-vous que vous êtes membre de la commission du groupe d'amitié Nigeria-France? Je ne sais pas si c'est le bon nom, Oui. justement. Est-ce que c'est possible d'avoir un partenariat équitable de la France avec les pays dits du Sud, comme le Nigeria par exemple, qui c'est un pays à fort potentiel dans cette région en Afrique? Alors, si je me suis intéressé au Nigeria, dont je suis aujourd'hui le président du groupe parlementaire France-Nigeria, c'est justement pour approfondir les relations que la France peut avoir avec les pays d'Afrique et surtout les pays anglophones. Le Nigeria, c'est un pays anglophone. Les Français, généralement, ont tendance à se tourner vers les pays d'Afrique francophone. Mais aujourd'hui, on constate que le Nigeria, c'est l'enjeu, je dirais, c'est l'enjeu majeur en Afrique aujourd'hui avec l'Afrique du Sud. C'est les plus gros pays en matière d'échanges commerciaux avec la France. Et j'ai trouvé aussi qu'au niveau culturel, il y a énormément de richesses au Nigeria comme en France et cela pourrait enrichir les relations entre les deux pays. Effectivement, j'ai été récemment au Nigeria, à Lagos et à Abuja, pour rencontrer justement des acteurs économiques et le Nigeria est demandeur de la coopération française. La France aujourd'hui est intervenue au Nigeria sur la question du terrorisme, la sécurité, pour lutter contre Boko Haram. Ça a été, en tout cas, c'est un succès puisque ça réussit, mais plus encore, les Nigérians veulent, et les Français bien sûr, veulent un accord, des accords beaucoup plus, une vision plus globale en faisant des échanges sur le plan commercial, culturel également. Et donc, est-ce que la France peut avoir une relation équitable avec le Nigeria? Je dirais oui, puisque le Nigeria a quand même un fort potentiel, comme vous l'avez souligné. Le Nigeria est un pays qui a aussi, je dirais, beaucoup de choses à faire sur ces différents aspects. Et je pense que c'est un partenariat qui peut effectivement être gagnant-gagnant. Est-ce que pour vous, la politique Samba? Quand j'ai vu le nom de votre émission, Politique Samba, effectivement, tout de suite, on pense au Brésil, on pense à la samba, à la danse, et c'est agréable, c'est enthousiaste, ça donne envie. Et pour moi, c'est une émission politique qui donne envie. Donc, je qualifierais la politique Samba comme, on va dire, la politique du progrès. Merci beaucoup. Et monsieur le député Patrice Anoto va nous montrer pourquoi la politique Samba. La politique Samba. Samba.